à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 147e numéro. Aujourd'hui, vous en avez l'habitude pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir à l'animation et à la présentation de ce magnifique podcast. Je voulais tout d'abord remercier Mousse avant de présenter l'équipe qui m'a très très bien remplacé pendant ces semaines où j'ai eu du boulot, où je suis toujours embêté avec mon genou. Et donc Mousse, voilà, tout d'abord avant de commencer le podcast, je voulais te remercier car tu as été très bon à l'animation et ça a été souligné dans les commentaires. Et je te présente en premier, Mousse. Tu composes, tu es le premier de la bande aujourd'hui pour débriefer ce Saint-Etienne Paris Saint-Germain. Comment ça va, Mousse? Bah ça va, salut à tous. Écoute, moi je suis très très heureux que tu reviennes. Je préfère cette place-là quand même. Il y a moins de boulot. Et oui, tu nous as manqué aussi, Hugo. Donc on est très très heureux que tu reviennes. Attendu, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de messages qui réclamaient le retour du sosie principal de Julian Draxler. Voilà, Pardon. il n'était pas sur la pelouse aujourd'hui parce qu'il est blessé, donc voilà, s'il peut avoir un peu de Draxler dans ce podcast, j'en suis très heureux. Également, qui est avec nous, ça fait plaisir de le revoir également, Yacine Amned. Ça va, Yass? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Ça va mieux que jeudi quand même. Ouais, ça va un peu mieux. Ouais, ça va mieux. Comment vont les jeunes de Cachan? Ouais, écoute, ça travaille. C'est compliqué, mais ça travaille. Les résultats sont pas en adéquation avec ce que tu veux pour l'instant? Bon, si, ça va, les résultats, après, c'est plus dans les comportements et tout, c'est compliqué de mettre en place, mais on avance. Bon, on fera un petit point récapitulatif. Est-ce que tu demandes du temps comme Pochettino? Hein, si c'est lui le curseur, je suis tranquille. Ça travaille plus à Cachan qu'au PSG, tu veux dire, c'est ça? Non, mais en tout cas, j'ai le temps, quoi. Bon, en tout cas, bon, tant mieux. Et pour terminer la bande, vous l'avez déjà vu, c'était l'année dernière, il me semble, je crois, oui, l'année dernière, où je suis toujours un peu décalé avec ce foutu Covid qui décale un peu nos dates, on va dire. Alexandre Renbouk, qui est avec nous, fondateur de l'excellent compte Twitter Saint-Etienne Inside, qui donc regroupe toutes les infos, les exclus, les transferts sur la SSE, qui compte déjà pratiquement 6000 abonnés, hein, Alex. Hein. Merci d'être avec nous. Et comment ça va? Alors toi, j'imagine que ça va évidemment moins bien aller avec cette défaite. Ouais, salut les gars, effectivement, un plaisir de vous revoir déjà. On avait débriefé ensemble la finale de Coupe de France. Voilà. Il y a un an et demi. Pendant le Covid, c'était le premier. Premier match post-Covid, ouais. C'est ça. Donc, ravi d'être là. Effectivement, cofondateur de Saint-Etienne Inside sur Twitter. Et voilà, on va débriefer ce match tranquillement. Bon, t'as déjà relayé quelques trucs sur le compte Twitter, un peu de déception. Il y a eu déjà des déclats ou pas? J'ai pas eu le temps de mettre les déclarations parce on fait vraiment le podcast juste après le match, hein, donc je sais pas s'il y a des déclarations qui sont tombées. Alors côté stéphanois, il y a Riyad Boudbouz qui a réagi et qui est plutôt satisfait du match de l'équipe au global, mais c'est tout ce que j'ai là pour l'instant côté stéphanois. De toute façon, pendant qu'on va parler et revenir sur ce match, je tiendrai évidemment au courant sur Twitter des différentes déclarations qu'il peut y avoir des acteurs de ce match. Donc, on va revenir évidemment, Alex, sur cette défaite malheureuse de Saint-Etienne. 3-1 face au Paris Saint-Germain. C'était premier match de Ligue 1 aujourd'hui à 13h. L'ouverture du score a été stéphanoise avec un but de Denis Bouanga qui a été excellent aujourd'hui. Et puis voilà, le rouge pour Timothée Kolodziejczak sur cette ouverture de Di Maria et la faute sur Mbappé qui a changé la physionomie du match. Et juste après l'égalisation de Marquinhos de la tête sur un coup franc de Messi juste avant la première période. Et puis en deuxième période, ça a été aussi compliqué pour les Parisiens. Les Stéphanois ont eu quelques situations malgré leur infériorité numérique, mais ils ont réussi à faire la différence par Di Maria tout d'abord sur un décalage de Messi, puis en toute fin de match, un doublé de Marquinhos sur une nouvelle passe décisive de Messi qui en compte 3 aujourd'hui. 13e victoire en 15 matchs pour Paris cette saison en Ligue 1. Paris toujours leader avec 40 points, 14 points d'avance sur Nice, son dauphin, qu'il affrontera d'ailleurs mercredi. Et Saint-Etienne reste dernier malheureusement avec 12 points. Mauvaise opération par rapport à la victoire de Metz hier contre Nice, hein, Alex, à égalité avec 12 points maintenant. C'est sûr que vu le résultat de la victoire de Metz hier, c'est ça qui est dommage aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est assez paradoxal parce qu'on sort un match très cohérent. C'est ce qu'on se disait avec les gars d'Inside là. Mais que malheureusement, au vu du résultat de Metz hier, on n'avance pas. Donc c'est assez compliqué. On est content du contenu, mais comptablement, c'est une très mauvaise opération. Voilà. Mais bon, après, vous avez plus perdu depuis 4 rencontres, vous restiez sur 2 victoires de suite. Donc c'est quand même, et dans le jeu, on a vu aujourd'hui que vous avez été très intéressant. Donc c'est quand même de bon augure pour la suite. C'était, enfin, dans le ouais. contexte,
Après, le principal, c'est de prendre le maximum de points d'ici la trêve parce qu'on va être affaibli par la CAN au départ de joueurs importants. Donc là, il faut faire le plein de points dès que possible, à commencer par Brest mercredi soir. Ouais, mercredi soir, journée qu'on suivra, qu'on débriefera évidemment dans le podcast avec ce PSG Nice. Le Paris Saint-Germain, donc Mousse, qui a finalement réussi à se sortir de ce guépier stéphanois. Ça a été très très compliqué. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match. On va débriefer la rencontre avec les deux périodes. Tout d'abord, avant de faire des focus sur certains joueurs ou certains aspects du match. Mais tout d'abord, cette première période, Paris a eu des situations, un premier quart d'heure intéressant avec du pressing, mais Paris est tombé aussi sur un excellent Etienne Green et aussi sur la capacité des Stéphanois à défendre intelligemment en bloc et à bien ressortir les ballons. Ouais, c'est un bon résumé de la première période. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié l'attitude des Parisiens jusqu'au but refusé de Neymar et ensuite l'égalisation, le but de Saint-Etienne, je crois que c'était aux alentours de la 20e minute. Et je trouvais plutôt les 20 premières minutes intéressantes. 25, ouais, je trouvais plutôt intéressantes ces 20-25 premières minutes des Parisiens qui ont joué haut, qui étaient au pressing, à la récupération, à la perte de balle. Il y a eu, et tu l'as dit, il y a eu même quelques situations dangereuses, quelques situations intéressantes. On tombe sur un très très grand gardien aujourd'hui, Etienne Green, le bien nommé. Ça s'appelait Green et jouait à Saint-Etienne, c'est plutôt pas mal. On lui a souvent dit. J'imagine, évidemment. Mais c'est vrai qu'il sauve Saint-Etienne en première mi-temps, mais après le but encaissé, j'ai trouvé que Paris avait baissé le pied. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, ils avaient quand même, jusqu'au but de Saint-Etienne, ils avaient la maîtrise de la rencontre. Je t'ai même envoyé les stats à la mi-temps. On voit quand même qu'au nombre de tirs cadrés, je crois qu'on doit être à 4 tirs cadrés, pardon, ou 6, je ne sais plus. Mais on n'a pas su tuer le match. Je pense qu'on aurait pu tuer le match en première mi-temps. Et après, encore une fois, comme je t'ai dit, il y a eu, je ne sais pas pourquoi, plus de pressing à la perte de balle. On a laissé Saint-Etienne s'approcher des buts, et notamment avec un très bon Boinga, tu l'as dit en préambule. Et le jeu, c'était ça, en fait, Saint-Etienne. Tu ressors le ballon assez rapidement, tu essayes de trouver des joueurs rapides devant. Et là, en l'occurrence, c'est souvent chercher Boinga. Écoute, voilà, comme je t'ai dit, on aurait pu tuer le match, c'est dommage. Ça nous aurait rendu peut-être la deuxième mi-temps un peu plus facile, un peu plus tranquille. Yacine, sur la composition de départ du Paris Saint-Germain, un 4-3-3, on va dire, un 4-3-3 qui était par hasard, ça change. 4-2-3-1, ouais. 3-1, oui, avec Di Maria, mais des fois il rentrait un peu au milieu de terrain. Yacine, il y avait Donnarumma au goal, évidemment, avec la suspension de Navas. Hakimi Marquinhos, la première de Ramos, on en parlera tout à l'heure, Bernat. Gaël Danilo, Messi en numéro 10 et Neymar, Mbappé, Di Maria devant. C'est vrai que, comme le disait Mousse, ça a été compliqué, en tout cas, premier bon quart d'heure, et puis ensuite ça a été compliqué parce que Saint-Etienne aussi n'a pas fermé le jeu. Claude Puel a essayé de ressortir et d'aller chercher les Parisiens. Ça a été une première période compliquée pour le Paris Saint-Germain et c'est bien payé de terminer à un partout à la mi-temps. Ouais, après, ça dépend toujours, c'est toujours pareil, ça dépend comment tu analyses la chose. Le truc, moi, que je pense, c'est que, en fait, Paris a au départ été bien en place, plutôt haut, etc. Mais à partir du moment où tu as les premières sorties de balles de Saint-Etienne, où Paris ne presse plus, bah, en fait, après, tu es obligé de subir les contres, parce que tu as une équipe qui est pratiquement déjà coupée en deux. Et globalement, tu as les occasions pour mener, tu as les occasions pour faire mal. Euh, mais en même temps, tu subis des contres où effectivement, Saint-Etienne, s'il les joue un peu mieux, bah, ils peuvent aussi te faire très mal. Donc, je ne sais pas si c'est logique, parce que en même temps, si Mbappé ouvre le score, tu peux aussi te dire, parce que Saint-Etienne fait un bon match, dans son idée en tout cas, et en fait, le scénario tourne dans le bon sens, parce que dans la position du bloc équipe, etc., si tu mènes au score, ça ajoute à ce que tu as décidé de faire. Si tu es mené, il faut que Saint-Etienne fasse autre chose derrière. Donc en fait, le scénario est le bon pour que Saint-Etienne reste dans ce qu'il a à faire. En tout cas, sur la première période, je parle. Mais si Mbappé met ses occasions avant, bah, je pense que ça fait très mal et que voilà, le scénario, on peut pas. Voilà, c'est compliqué. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on a encore vu que ce PSG, en fait, tu peux aligner, moi je le répète à chaque podcast, tu peux aligner qui tu veux. C'est une question d'état d'esprit. Quand tu as décidé au moins de gêner la première relance avec tes joueurs de devant, tu peux bloquer, récupérer le ballon vite.
À partir du moment où il y en a 2, 3 qui ne le font plus, bah ouais, même Saint-Etienne, qui a des joueurs de qualité, qui avait un plan de jeu, bah, ils peuvent te mettre en difficulté. Et on parle beaucoup de Banga, mais le match de Boudbouz à la passe, il a été énormissime. Oui, même Madi Camara a été très bon aussi. Oui, 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 oui. Mais on voyait Casé aussi, hein, le pas mal. Boudbouz, c'était vraiment lui le relais qui devait lancer Banga. Et franchement, son match, quand on sait d'où il vient, Boudbouz, sur les derniers mois, les rapports avec Puel, etc., les derniers matchs qui sortent sur Saint-Etienne, les 3-4 derniers matchs, franchement, tu te dis aussi, tu vois, les footballeurs, c'est beaucoup dans la tête, quoi. Ouais. Tu as un joueur qui est au placard, qui est dans le trou, et puis là, il te sort 4 matchs où il fait vraiment du bien. Ça a été l'erreur de Puel, ça d'ailleurs, de vouloir se passer des cadres en début de saison, penser avoir suffisamment avec les jeunes, mais tu te rends compte que tu peux pas en fait. C'était un peu comme le problème de Lille avec comment il s'appelle Avec Bielsa. Tu sais, Bielsa, quand il arrive à Bielsa, Ouais. il n'y a aucun cadre, il y a quasiment que des jeunes. Et Puel, il s'est clairement trompé, parce que tu vois l'apport de Cazerie et de Boudbouz qui est très important quand même aujourd'hui à Saint-Etienne. Et justement, on a la chance d'avoir Alex aujourd'hui et de Saint Inside avec nous. Donc, Alex, on va te demander. C'est vrai il y avait aussi une belle page, une interview avec Riyad Boudbouz, justement, qui expliquait le fait qu'il aimait beaucoup trop le football, qu'il était triste et malheureux de ne pas pouvoir jouer, etc., ces derniers mois et que maintenant ça va mieux évidemment, depuis le début de saison. Comment tu analyses la première période de Saint-Etienne? Est-ce que tu es frustré par rapport aux sorties de balles, etc.? Yacine disait peut-être un peu mieux gérer les derniers mètres ou par rapport aussi au dispositif préparé par Claude Puel avec Boudbouz, vraiment avec Madi Camara qui formait la paire devant la défense. Ouais, alors pour moi, c'était plutôt un 4-3-3 avec Boudbouz en pointe basse qui était là pour. C'est pour ça que je te demande, mais j'arrivais pas trop à distinguer le dispositif parce que ça Ouais, bougeait beaucoup, etc. c'était un 4-3-3 avec. C'était pas vraiment un double pivot, mais c'était Boudbouz en pointe basse avec Camara en 8, si je puis dire, et tu avais Adil Aouchiche en 10. Euh, pour moi, la première mi-temps, ce qu'on fait, c'est très cohérent. C'est-à-dire que défendre contre le PSG, moi, ça ne me dérange pas. Il y a 4 classes d'écart sur le papier entre les deux équipes. À partir du moment où tu défends bien et que tu sais ce que tu veux faire à la récupération du ballon, moi, c'est là que ça m'intéresse. Et c'est ce qu'on a très bien fait, je trouve, dans cette première mi-temps. C'est-à-dire qu'on a su contenir les assauts parisiens. Je reviens sur l'occasion, sur ce que disait Yacine, qui disait que si Mbappé mettait ses occasions, ça changeait la physionomie du match. Faut pas oublier que le face-à-face de Mbappé raté, c'est après l'ouverture du score stéphanoise, quand Oui, Green s'est fait la manchette. ouais, ouais. Voilà, c'est le petit point. Mais je trouve qu'on a été très cohérent, qu'on a su vous contenir. Alors on avait un bloc bas, mais à la sortie du ballon, et Yacine et Mousse en parlaient, Boudbouz a été exceptionnel. Ça a été lui la première rampe de lancement. Il l'a très bien fait. Moi, j'ai un peu plus de mal avec Madi Camara, voilà, qui techniquement a plus de mal. Et effectivement, Bouanga et Kazri qui ont fait ce qu'ils avaient à faire sur cette première mi-temps. Il y avait un plan de jeu bien établi, donc ça a été bien fait. Et au vu du plan de jeu, c'est en ça que je regrette l'absence notamment d'Arnaud Nordin, qui est un joueur très rapide et qui aurait pu faire beaucoup plus de mal à ce PSG-là aujourd'hui. Il y avait pas mal de blessés, hein, d'absents côté Stéphano, Alex. Ivan Neyou, Romain Amouma, Arnaud Nordin. C'est vrai qu'il y avait des solutions offensives peut-être qui auraient fait du bien en fin de match, en deuxième période, quand il fallait. Il y avait des espaces d'ailleurs. Bouanga, on l'avait en deuxième période, hein, on va rentrer dans cette deuxième période. Bouanga a failli profiter plusieurs fois de ses belles accélérations. Il a mis Marquinhos, 2-3 fois Marquinhos sur les fesses, hein. Bah ouais, il a fait son match. On le connaît, c'est un joueur qui est rapide, qui a cette qualité de vitesse-là. Et ça collait parfaitement au plan de jeu mis en place par Claude Puel aujourd'hui. Alors avant de passer à la deuxième période, quand même, j'ai envie de vous demander, parce que ça a été un des débats du match, Mousse, rouge ou pas rouge pour Timothée Kolodziejczak sur cette faute sur Kylian Mbappé? Bon, pour être tout à fait objectif, je trouve qu'il était un peu dur le rouge, parce qu'il me semble qu'il y a un autre défenseur, donc il annihile pas vraiment l'occasion, puisque tu as un autre défenseur, j'ai oublié qui c'était. Michael Mais Nadé. voilà, Nadé, et tu le vois sur tous les ralentis, donc c'est vrai que c'est un peu dur. C'est un peu dur. Après, tant mieux tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire, parce que c'est ça qui amène aussi l'égalisation, parce qu'au même moment, il me semble qu'il y a aussi un joueur qui est blessé, qui sort du terrain, donc du coup le coup franc suite au carton rouge, il joue et vous êtes à 9 en infériorité numérique pardon sur le Ivan coup Masson, franc, mais pardon. c'est Ivan Masson qui est dehors, il me semble, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, ouais, un peu dur quand même le carton rouge.
Yacine, alors après, pour la règle, la règle maintenant officielle, c'est pas le dernier défenseur qui est sanctionné sur cette faute, c'est Yacine qui annihile une occasion de but, Koledziejczak. Parce que Mbappé est lancé en pleine vitesse. Certes, il y a un défenseur qui est encore à côté de lui, mais il annihile une vraie occasion de but. Ouais, mais après, c'est comme tout avec ces règlements-là. Eh oui, il applique Tu peux en faire ce que tu veux. Mm. C'est-à-dire que la même action dans un autre match avec un autre arbitre, pour lui, c'est pas, à ce moment-là, t'annihiles pas une occasion. Voilà, donc c'est le problème. Moi, je pense que ce qui fait basculer le truc, c'est le geste en fait de Koledziejczak qui lève sa jambe. Tu vois, c'est-à-dire que s'il tacle et il emmène un peu Mbappé, je suis pas persuadé justement, tu vois, qu'il y ait le rouge. Le fait de lever la jambe pour dire vraiment, je veux le bloquer pour pas qu'il passe volontairement, je pense que c'est ça qui valide après avec la VAR. Et comme tu as dit, en fait, l'histoire du dernier défenseur, elle n'existe plus. Donc, tu en fais ce que tu veux. Enfin, C'est la règle. Il y a des règles bêtes. Hein. On dit pas que on dit pas que mais c'est surtout que ça laisse trop la place à l'interprétation. Ouais. Tu vois, dernier défenseur, c'était clair. En fait. T'es dernier défenseur ou t'es pas dernier défenseur. Annihiler une occasion, est-ce que c'est quand tu as 20 mètres du but, à 40 mètres du but, est-ce que tu annihiles une occasion? Est-ce que tu annihiles une occasion? Est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi vite fait pour faire court là-dessus, mais est-ce que si c'est pas Mbappé, parce que tu sais qu'il va vite et que s'il touche le ballon, peut-être qu'il prend le dessus sur Nadé, est-ce que si c'est pas Mbappé, tu considères que tu annihiles une occasion? Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Donc si c'est Danilo, c'est. Ben non, mais peut-être, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Peut-être que je l'arbitre rigole. se dit, en fait, lui, il n'est pas capable d'aller au bout, donc c'est pas une situation qui va amener à une occasion. Enfin bref, les interprétations, malheureusement, c'est compliqué, quoi. Alex, on en a parlé un peu en off juste avant, mais je te redemande quand même. Ouais, non, moi je trouve que je suis mousse. Je trouve que c'est dur, sachant qu'au début de l'action qui mène le contre parisien, il y a une faute sur Ivan Masson. Et après, voilà, je trouve ça dur. Après, Yacine a complètement raison, c'est de l'interprétation. Ça se trouve, avec un autre arbitre, ça aurait pas été rouge. Ça se trouve. Enfin, la même action 10 minutes plus tard, ça aurait pas été rouge. On n'en sait rien. C'est un fait de match, il faut faire avec. Ça tombe très mal parce que c'est la double peine et qu'on prend le but juste derrière. Je trouve ça dur, mais c'est comme ça malheureusement. Tu vois, juste une chose, ça Oui. c'est important. Peut-être que la même action à la première minute, il n'y a pas rouge. Ah oui, bien Tu sûr. vois. Ouais. Non, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque énervant de ne pas pouvoir dire en fait il y a rouge ou pas rouge. C'est que suivant le contexte, suivant la minute, tu sais, comme les arbitres, ils disent ah, mais on ne peut pas expulser un joueur au bout d'une minute. Bah si, s'il y a faute et que ça mérite rouge, tu peux expulser. Sauf qu'en fait, comme tu ne le fais pas parce que tu considères dès le début, ça influe trop sur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et le problème, en fait, c'est tout ça qui énerve en fait. Et les joueurs, les supporters, etc. C'est de te dire pourquoi cette faute à la première minute, c'est pas rouge. À la 92e, c'est rouge. À la 45e, on ne sait pas. Enfin, voilà. Sauf que Yacine, il y a eu pas mal de fautes du côté stéphanois et les cartons jaunes, ils interviennent aussi en première mi-temps, il me semble. C'est ce que j'allais dire. En fait, Donc, est-ce que ça influe pas aussi ça sur la décision de l'arbitre, C'est pour ça. le fait qu'il a reprévenu les Stéphanois, faites attention, notamment le petit jeune qui fait la faute sur Neymar. C'est pas lui qui fait la faute, mais est-ce que ça influe pas aussi sur la décision de l'arbitre? C'est possible. Alpha Sissoko qui fait cette faute, mais c'est vrai que j'allais dire, comme Mousse, en fait, il faut aussi tenir compte de la physionomie du match, du contexte. Il y a eu plusieurs rappels à l'ordre, ça commençait un peu à s'échauffer. Il y a eu 3 cartons jaunes donc pour Alpha Sissoko sur cette faute sur Neymar, Riyad Boudbouz et Madi Camara qui avait déjà pris un carton jaune. Donc peut-être que ça traduisait un peu aussi la tension dans le match, surtout sur cette fin de première période où ça devenait compliqué pour Saint-Etienne et donc qui s'est traduit par ce rouge pour Koledziejczak. Dans ces cas-là, on parle de compensation et plus d'arbitrage pur et dur. Pour moi, c'est à décontextualiser de ce qui avait été fait avant. Et je prends un geste qui a une petite altercation en seconde période. Ramos qui met un coup de coude à Wabi Kazri. C'est même pas checké à la VAR. Donc voilà, il y a des choses qui sont checkées, d'autres non. C'est pas vraiment un coup de coude, Alex. Ouais, moi, je vois le. Ah ouais, je trouve. Moi, je trouvais, il y avait eu contact. Hein, je suis d'accord. D'ailleurs, il aurait pu y avoir un carton sur Neymar avant, parce que Neymar fait une faute sur je sais plus qui. Et en fait, l'arbitre, il est accaparé par Ramos. Du coup, je pense qu'il oublie un peu Neymar qui échappe au carton jaune. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, pour parler de cette fin de première période, un but partout entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Deuxième période, Yacine, il y a quelques changements côté stéphanois avec la rentrée de Zaidou Youssouf et d'Aaron Moukoudi pour un peu tenir défensivement et profiter de quelques contres.
Mais Paris a le ballon, a la possession, voilà, et dans le camp stéphanois, et se crée plusieurs situations, mais bute régulièrement sur Etienne Green qui a fait un gros match. Et puis il y a un moment Messi qui, on en reparlera tout à l'heure, mais qui n'a pratiquement pas existé dans ce match, qui a fait la passe décisive pour Marquinhos sur l'égalisation, et qui fait cette petite passe subtile pour Di Maria qui débloque la rencontre, le but du 2-1, et puis ensuite 3 en fin de match sur cette tête de Marquinhos. Ouais, après, c'est le scénario, on va dire, logique d'une équipe déjà 19e à 10 contre 11, qui est obligée de se regrouper et de choisir un système où il va d'abord subir. Il sait très bien. Déjà contre Paris, en temps normal, tu n'as pas forcément le ballon. Bah, 10 contre 11, encore moins. Donc voilà, après, oui, il y a le gardien stéphanois qui retarde l'échéance. Malgré tout, quand on regarde bien, franchement, le PSG, dans ce qu'il propose à ce moment-là, franchement, c'est n'importe quoi. Messi et Neymar, ils ont fait que se chercher. C'était un five, ils ont joué un five et ils avaient deux partenaires qui ne savaient rien et eux deux, ils s'amusaient. Hakimi, il a enfin, et j'ai envie de dire enfin, craqué après son 129e appel non servi, quand il fait la remarque à Di Maria. Voilà, le PSG n'a pas du tout en fait été intelligent. Il a juste fait craquer Saint-Etienne parce que sur la durée, bah oui, tu cours, tu cours, tu cours. Bah oui, la moindre erreur, le moindre truc, à un moment donné, ça va finir par payer et ça a payé avec Di Maria. Mais dans l'intelligence que la configuration du match demandait, mais franchement, ce qu'a proposé le PSG, c'est nul. Et on n'a pas utilisé la largeur, les ballons c'était tout le temps à l'intérieur alors que Saint-Etienne était venu mettre de la densité. Enfin voilà, pour moi ça ressemble à rien. Tu gagnes parce que tu es au-dessus déjà au départ et qu'à 10 contre 11, bah, tu fais craquer une équipe qui a du mal. Parce que tu vois par exemple le contre de Banga, euh, le problème c'est qu'en fait Banga, tu vois bien qu'il en est à sa 20e ou 30e course de 60 mètres et qu'en fait il prend le dessus sur Marquinhos mais il appuie les jambes pour garder cette avance. Et d'ailleurs c'est même Danilo qui revient le contrer. Si tu mets, tu vois, cette même action à 11 contre 11 avec un bloc un petit peu plus haut, Banga, il va mettre à faire de moins et peut-être qu'il va au bout, tu vois. Mais là, ça devient trop compliqué. Tu fais des courses de 60 mètres, tu en as déjà fait en première période. Voilà, donc franchement, si tu concédais des situations comme ça, alors à 10 contre 11, ça montre aussi quand même certaines lacunes, entre guillemets, du PSG. Voilà. Alex, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Yacine sur le débrief un peu de la deuxième période? Bah ouais, complètement. C'était le scénario attendu, hein. À 10 contre 11 face à Paris, tu es obligé de faire un bloc bas derrière. Donc on a subi. Je trouve qu'on a. Alors c'est paradoxal peut-être, mais on a bien subi. On a réussi à quand même se procurer quelques situations, notamment celle de Bonga qu'évoquait Yacine. Après, je trouve, et ça va être intéressant de vous écouter après, mais ce que monte Paris, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on parle quand même d'une équipe qui aligne les meilleurs joueurs au monde. Et moi, de ce que je vois, pour vous dire, euh, j'en étais déçu de prendre ce deuxième but, alors que ça aurait dû être une normalité au vu du contexte du match, etc. Donc, encore une fois, moi, on a fait quelque chose de très cohérent et on peut pas en vouloir aux joueurs aujourd'hui. Et juste sur ça, Kolo Djedjak qui a réagi à son expulsion et qui rejoint totalement ce qu'a dit Yacine, il dit c'est sévère, si ce n'est pas Mbappé, il ne me met pas rouge. Donc, voilà. Après, ça c'est son analyse, voilà. Parce qu'évidemment, il est frustré parce qu'il fait une bonne première période, Kolo Djedjak, c'est Par normal. rapport à ce que disait Yacine sur l'interprétation, si c'est un autre joueur qu'Mbappé, bon bref, voilà. Ah, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton avis, Alex, justement, sur ce que tu as vu du jeu du Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que nous, on les débriefe toutes les semaines, mais d'avoir quelqu'un qui les voit d'un point de vue extérieur, toi, on a compris ce que tu dis, que tu trouvais que t'étais même frustré de prendre ce deuxième but, pas de temps, Saint-Etienne avait bien défendu et tenu. J'avais pas cette boule au ventre que j'ai en subi contre d'autres équipes, quoi, sincèrement. Mousse, alors est-ce que tu fais un peu le même constat que Yacine, et puis ensuite d'Alex sur la deuxième période, sur le jeu proposé par Paris? Ouais, mais c'est pareil. En fait, normalement, si à 11 contre 10, tu fais tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu joues haut, tu fais un pressing, tu joues dans la partie adverse, enfin la partie de Saint-Etienne, normalement, tu mets 4-5 buts. Le problème, c'est que comme il n'y a pas eu ça, les Parisiens sont peut-être dit bons.
Ils sont à 10 en face. Le temps, il n'est pas terrible. Ça favorise les blessures. Je rappelle qu'il neigeait quand même pas mal. L'horaire était un peu spécial. Je pense qu'ils se sont dit, voilà, on va essayer d'en mettre un deuxième, remporter le match. Mais ils n'ont pas tout fait pour vraiment anéantir cette équipe de Saint-Etienne qui était blessée avec un joueur en moins. Voilà, c'est ça que je reproche un peu au PSG. Et même parfois sur des situations qui peuvent devenir dangereuses, je les trouve parfois, ça joue avec un peu de facilité, ça fait des petites remises, des petites talonnades, ça cherche toujours le beau geste. Parfois, il faut aussi être un peu tueur devant les buts et essayer d'être un peu plus efficace, ou en tout cas d'être un peu plus direct. C'est ce que je reprocherais au PSG. Après, Saint-Etienne a fait ce qu'a pu à 10, et honnêtement, il y a un moment, ils ont cité l'action où Bouanga il dépose un peu Marquinhos, mais c'est vrai que normalement, c'est pas logique que Saint-Etienne à 10 contre 11 ça arrive à se créer une occasion et même parfois à avoir la balle pendant 1 ou 2 minutes et à tourner autour des buts du PSG. Ça, c'est pas normal. Après, est-ce que l'horaire du match, les conditions climatiques, la peur de la blessure, etc., est-ce que c'est ça qui a joué dans l'esprit des Parisiens? Parce que quand tu sais que tu es au-dessus, tu sais que tu auras des occasions pour mettre un but et tu sais surtout que petit à petit, dans cette deuxième mi-temps, et on l'a vu aussi, les Stéphanois, physiquement, et c'est normal, ils ont pêché un peu, mais ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Après, la victoire, elle est là. 3-1, on s'est fait un peu peur. Bon, écoute, la dernière fois, après un match en Ligue des Champions, c'était le même jour, même horaire, face à Rennes. On n'avait pas vu le jour. Enfin, on n'avait pas vu le jour, j'exagère un peu, mais voilà. Donc écoute, on va se contenter des 3 points dans ces conditions-là. Et évidemment qu'il y a encore beaucoup de taf, ça c'est sûr. Autre satisfaction, Mousse, en plus de cette victoire, Yacine, je me tourne vers toi, c'est quand même la première titularisation, les premières minutes disputées par Sergio Ramos, aujourd'hui donc à Geoffroy Guichard. Sa dernière apparition remontait au 5 mai, en demi-finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea. Il avait encore le maillot du Real Madrid. Il avait repris, Yacine, l'entraînement collectif depuis le début du mois de novembre. Ça y est, il a enfin foulé une pelouse de Ligue 1 avec le maillot du PSG. C'est fin d'un feuilleton quand même qui a causé beaucoup de tensions en interne et aussi auprès des supporters, tant on se demandait quand est-ce qu'il allait enfin démarrer. Comment tu l'as trouvé, toi, Yacine? Alors, on a vu, son jeu long est toujours aussi impeccable, transversal pour changer de côté, etc. Il n'a pas perdu de. Plutôt bon. Ah oui. Plutôt bon. Il a coupé quelques contre Stéphano. Il est même monté en fin de match pour mettre, comme on le connaît, sa tête sur des centres et imposer son physique. Comment tu l'as trouvé, toi, Yacine? Écoute, moi, je l'ai trouvé bon. La première période, on voit que il manquait de repères parce qu'en fait, il a voulu faire des interventions et il était souvent un peu à contre-temps, un peu limite. Après, en seconde période, alors évidemment que le contexte aide, mais même dans sa façon d'être plus haut, dans sa façon d'avancer, on a senti que les 45 premières minutes, elles lui ont fait du bien. Alors, faut pas oublier que les 45 premières, il y a, comme tu as dit, le fait qu'il n'ait pas joué depuis très longtemps. Il y a le fait malgré tout, même si c'est Sergio Ramos, il entend tout ce qui se dit. Il va se reblesser, il est fragile, etc. Donc je pense qu'il y avait aussi malgré tout une petite appréhension en se disant, en plus il démarre au plus mauvais moment parce que c'est le pire moment des terrains pour commencer, pour reprendre une saison. La neige, etc. La neige, le gras. Voilà, les pelouses glissantes, un peu grasses, enfin bref, c'est vraiment le pire moment. Donc il a dû avoir un peu d'appréhension. Après, il y a aussi l'entraînement, c'est une chose, les matchs, c'est autre chose. Et on voit bien dans sa façon d'intervenir en première période qu'il était très limite. Et au fur et à mesure, il est monté en puissance. Alors, par contre, techniquement, oui, son jeu long, le ballon, il part, voilà, il n'y a rien à dire, il arrive dans les pieds. Et enfin, on a vu des renversements de jeu. Voilà, j'ai failli ouvrir une bouteille de champagne parce que depuis 22 matchs, on attendait un moment où Paris allait renverser le jeu. C'est arrivé aujourd'hui. Non, mais voilà, tu vois bien quand même que il y a malgré tout quelque chose de différent quand il est là. Son jeu, il est différent. Et d'ailleurs, Pochettino, à la fin du match, il disait que oui, maintenant qu'il est là, on peut envisager l'histoire de la défense à 3. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ouais, il avait raison. Il l'a confirmé. Donc, voilà, voilà, si en enchaînant les matchs, voilà, si réellement il n'est pas gêné par son mollet, etc., bien sûr qu'il va faire du bien. Ce qu'on rappelle, il a eu une intervention au genou gauche et depuis, sa saison a été pourrie avec le Real, puis le début de saison avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il a eu des douleurs et des compensations sur le mollet gauche, et c'est pour ça aussi qu'il a retardé son retour. Alex, toi, d'un point de vue du côté stéphanois, comment tu l'as trouvé, l'ami Sergio Ramos, qui disputait donc ses premières minutes du haut de ses 35 ans dans notre Ligue 1?
Ouais, pour un premier match depuis 6-7 mois, si je Depuis dis pas de 5 années, ouais, donc ça fait, ouais. 7 mois, je l'ai trouvé plutôt très cohérent, ouais, plutôt bon. Après, c'est à voir face à une autre opposition, dans un autre contexte, parce que c'est vrai qu'en jouant un 10 en deuxième mi-temps, il s'est monté très peu dangereux, il a été beaucoup moins sollicité. Mais c'est vrai qu'il va te permettre, je pense, de voir autre chose au niveau du jeu. Moi, j'ai été, par exemple, choqué de voir que, au vu de l'infériorité numérique, on était super densifié au centre du terrain et que Paris avait du mal à exploiter les côtés, je trouve. Et peut-être que Sergio Ramos va réussir à apporter cette palette, cette touche, où, comme le disait Yacine, on va avoir plus de changements de jeu, plus de transition. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et je l'ai trouvé plutôt très bon par rapport à une telle absence. Mousse, bon, toi qui militais pour une défense à 3, Pochettino en a parlé, ça y est, ça va pouvoir être envisagé, parce que là, il remplaçait Kimpembe qui enchaîne beaucoup, évidemment, donc il était associé à Marquinhos aujourd'hui, Ramos, mais dans une défense à 3, dont on a beaucoup parlé dans le podcast, ça peut être envisageable désormais si Ramos, petit à petit, revient à son niveau et à une condition physique acceptable. Ramos, d'ailleurs, qui a commencé, je crois, axe gauche et qui a alterné après avec, Ouais. avec Marquis. À un moment, il a changé, il est passé à droite et Marquis Voilà. passé à gauche un peu. Moi, je dis ça, c'est par rapport à ce que disait Yacine sur peut-être le manque de repères en début de match. Écoute, moi, d'abord, j'étais surpris qu'il le titularise. Je pensais vraiment qu'un joueur, après 7 mois d'absence, il fallait tu sais, le faire entrer progressivement. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu surpris parce qu'il n'a pas joué une minute. Donc, je me suis dit, s'il joue aujourd'hui, peut-être 20, 25 minutes à la fin, non, il le met d'entrée de jeu. Je comprends ce que veut dire Yacine, peut-être au début, des débuts un peu timides mais moi, j'ai trouvé plutôt serein, j'ai trouvé plutôt bon. Évidemment, moins de travail que face à une équipe qui aura la possession, etc. Mais malgré tout, pour un mec qui a pas joué depuis 7 mois, je l'ai trouvé bon. J'avais dit c'est pour ça que j'ai fait la petite blague dans le groupe pendant le match que son jeu long était plutôt bon. Et Yacine m'a repris en me disant plutôt point d'interrogation. Mais en fait, quand je disais ça, c'est pour un mec, tu vois, comme tu disais, qui manque de repères et qui n'a pas joué depuis très longtemps. Ben voilà, j'ai trouvé très très juste à ce niveau-là. Et j'avais l'impression que c'est lui qui faisait en sorte que l'équipe soit haute. Et ce que j'ai bien aimé aussi, son comportement sur le terrain, c'est le fait qu'il a beaucoup parlé. J'ai même parfois l'impression que c'était lui le capitaine. Et il replaçait, il communiquait, il encourageait. Donc pour une première, honnêtement, plutôt encourageante. Maintenant, est-ce que au prochain match face à Nice, il va aligner le trio Kimpembe, Marquinhos et Ramos? En tout cas, moi, je l'espère parce que ça peut donner encore beaucoup de possibilités, notamment sur le jeu, sur les côtés, comme disait Alex. Donc, ouais, plutôt satisfait, plutôt rassuré même. Après tout ce qu'on avait entendu, qu'il était à 2 doigts de résilier son contrat, qu'il ne reviendrait jamais, etc. Bah écoute, il est là avec le sourire et en plus, il a montré du caractère sur le terrain face à ses adversaires. La petite brouille avec, c'était Boudbouz hein, ou Kazri, voilà. Donc, et comme moi j'aime bien ce genre de joueur, voilà. Donc plutôt satisfaisant la première de Ramos. Réaction de Sergio Ramos justement au micro de Prime Video Sport. Il a réagi après le match. Je vais bien, je suis très content. Après des mois difficiles au cours desquels je n'ai pas pu jouer et aider, c'est toujours très positif après une victoire. Ça fait plaisir de revenir. J'espère passer une bonne saison avec cette équipe. Et également des nouvelles par rapport à la blessure de Neymar, donc, qui est sorti sur blessure à la 74e minute, suite à un tacle, je ne sais plus quel Stéphanois assez. C'est Masson. Ouais, c'est bien, c'est Masson, c'est ça. Mais c'est pas vraiment son tacle qui précipite, voilà, qui fait que la cheville de Neymar se tord. Réaction de Mauricio Pochettino sur la blessure de Neymar. Attendez, je l'avais il y a 2 secondes, je vais la retrouver. Voilà, elle est là. Il a dit on va vérifier tout ça demain, mais les images sont impressionnantes. Forcément, nous sommes inquiets. On espère que c'est pas trop grave. Et Neymar a réagi sur Instagram en disant malheureusement, ces contretemps font partie de la vie d'un athlète. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort. Donc, on verra bien si c'est long pour Neymar, cette entorse de la cheville. Ça a l'air d'être une entorse de la cheville. Ouais, Mousse. Non, Hugo, juste, tu disais c'est pas tant la faute du Stéphanois, quand même si un peu. Enfin, je veux dire, lui, il cherche à éviter quand même les pieds du défenseur et il retombe mal. Donc c'est le tacle quand même qui amène à cette situation. Alors c'est pas volontaire, hein. Je dis pas que le Stéphanois
a voulu lui couper les chevilles, hein, pas du tout. Je pense vraiment que c'est involontaire, mais le tacle, il est quand même, voilà, il est un peu, je trouve, un peu limite. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr que le tacle n'aide pas, mais je veux dire, c'est pas le tacle qui prend la Oui, cheville. c'est quand lui, il évite, il retombe mal, il se tord la cheville, évidemment, mais voilà, c'est quand même le tacle qui amène à cette situation et je ne suis pas sûr qu'il soit super bien maîtrisé non plus, quoi. Yacine, un dernier point sur Sergio Ramos, puisque j'ai une petite stat qui a sorti Opta après le match. Sergio Ramos, c'est le joueur qui a tenté 101 passes et réussi 95. Le plus de passes face à Saint-Etienne aujourd'hui. Donc ça montre aussi son match intéressant. Et aussi, je trouve, Yacine, je ne sais pas ce que tu penses, mais je trouve qu'il dégage une image. Il prend de la place, Ramos, sur le terrain. On le voit on le distingue quoi, sur le terrain. Il est là, il parle, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais niveau carrure, niveau évidemment charisme, mais aussi responsabiliser les joueurs et puis leur parler, etc. dans le discours. Prendre la place, Ramos, sur le terrain. Mais bien sûr, mais déjà, il a une attitude, c'est son premier match, mais il a déjà une attitude de patron. Quand il fait remonter le bloc, quand il prend le ballon pour forcer les autres à bouger, quand en seconde période, quand il était très très haut et qu'il venait apporter, etc. Voilà, il a une attitude de leader, il a une attitude. Et il y avait, entre guillemets, hein, des infos qui circulaient comme quoi, pour l'instant, il ne pouvait pas parler parce qu'il n'avait pas joué. Et c'est logique, hein, parce qu'un joueur qui ne joue pas, quand il va parler à un joueur qui joue, il va lui dire, mais attends, mais toi, ça fait 3 mois que tu es à l'infirmerie, que tu vas parler avec moi, quoi. Donc, il avait besoin de ce match pour leur dire, bon, voilà, maintenant, vous allez voir. Et en fait, il n'a pas attendu, 2-3 matchs et dire, bon, maintenant, je vous ai montré, voilà, dès qu'il est là, en fait, maintenant, je suis sur le terrain. En fait, je suis déjà le patron. Et on le voit dans son attitude, on en avait parlé, on attendait ça. Voilà, maintenant, c'est toujours pareil, hein. Là, c'est un premier match, il faut que ça confirme, faut voir qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir comme impact sur les autres. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, pour une première rencontre, il s'est déjà imposé. Avant de passer à Léo Messi, Alex, je veux revenir avec toi sur un ancien Titi qui était chez nous avant. C'est l'ami Adil Aouchiche qui était titularisé dans l'entrejeu aujourd'hui. Alors c'est vrai que bon là il a commencé titulaire, il avait joué aussi titulaire contre 3 il me semble, mais sinon c'est plutôt des entrées, des bouts de match qu'il joue cette saison avec Saint-Etienne. Comment tu juges sa progression dans l'effectif stéphanois et aussi ce qu'il apporte au collectif, évidemment qui a des difficultés cette année à gagner? Alors déjà, il faut savoir qu'il termine la saison passée avec 6 passes décisives, il me semble. Donc c'est le meilleur passeur du club, sachant qu'on joue un bon bout de temps sans numéro 9 et qu'il y a 2-3 caviars qu'il avait balancé qui avaient été vendangés. Donc 5 passes décisives. Je viens de ouais, checker sur Flash Résultats, 5 passes décisives pour Adil voilà, Aouchiche en Ligue 1 cette dernière. passes décisives. Tu sens qu'il a du ballon, c'est indéniable. Tu sens qu'il a quelque chose. Il a souvent pas joué à son poste l'année passée, Puel préférant le faire jouer sur un côté. Là, on l'a vu aujourd'hui numéro 10, en pur numéro 10, et il dézonnait beaucoup, il allait se balader sur le côté gauche notamment. Je l'ai trouvé propre. Après, il manque encore de justesse. Il est assez frêle encore, hein. C'est un jeune, il ne faut pas l'oublier. Puel le soulignait en conférence de presse hier ou avant-hier, en disant qu'il voyait des choses dures sur Adil Aouchiche, que c'était qu'un jeune de 19 ans. Donc il fallait lui laisser le temps. Mais c'est vrai que globalement, depuis son arrivée et au vu du bruit qu'avait fait son arrivée, comme quoi c'était un des meilleurs jeunes du centre, etc., on reste un peu sur notre faim. On reste un peu sur notre faim. Après, comme je l'ai dit, il est jeune. C'est un diamant à polir, en espérant qu'il commence vraiment à s'affirmer parce que le temps commence à presser quand même. Et c'est vrai que c'est un des joueurs des joueurs côté stéphanois qu'on a moins vu aujourd'hui en tout cas. Dans les sorties de balles, etc. On a plus vu Riyad Boudbouz dont on a parlé, qui a fait un excellent match. Kadri venir dézonner chercher les ballons plutôt que Aouchiche dans la construction et dans les sorties de balles. Ouais, après, c'était le dispositif qui voulait ça. Boudbouz jouait en numéro 6, donc premier relanceur. Donc c'était vraiment le jeu qui voulait ça. Après, je l'ai trouvé propre sur les ballons qu'il a eu. Je l'ai trouvé propre. Techniquement, c'était propre. Je pense à une déviation pour Kazri ou Bouanga à un moment, je ne sais plus, où il y a une faute de Bernat. À 2-3 contrôles qu'il a à faire compliqués, où il y a un défenseur juste derrière lui. Il relance bien, il arrive à se dégager du pressing. Non, je l'ai trouvé propre aujourd'hui. Malheureusement, il paye la réorganisation tactique à la mi-temps.
Parlons d'un autre numéro 10. Bon, il a un peu plus de carrière, un peu plus de bouteilles, un peu plus de vécu. C'est Léo Messi. Mousse, je vais venir vers toi. Alors, match très contrasté, pardon, je vais arriver pour la Pulga parce que, voilà, on va pas se mentir, hein, son match est pas bon, des pertes de balles, imprécision technique qu'on ne lui connaît pas, voilà, des ballons perdus faciles. Et puis au final, bah, il termine avec 3 passes décisives dans le match. Voilà, et la première pour le centre de coup franc pour Marquinhos. La deuxième, qui est très belle, cette petite déviation, cette passe subtile pour Di Maria dans le dos de la défense stéphanoise. Et puis la troisième passe décisive en fin de match, le centre pour la tête de Marquinhos. C'est difficile à juger, à débriefer les matchs de Léo Messi, Mousse, depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain, parce que souvent très discret pendant le match, et puis il se réveille souvent pour sortir un éclair de génie. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec ses 3 passes décisives. Ouais, bah, je taquinais Yacine tout à l'heure, mais voilà, tu pourrais même lui donner le titre d'homme du match parce qu'il y a 3 passes décisives, alors que c'est vrai que on l'a quasiment vu traverser la rencontre. Alors évidemment, il y a toujours quelques fulgurances, notamment quand il joue dans les petits espaces avec aujourd'hui beaucoup de Di Maria, Neymar, peut-être un peu moins Mbappé. Mais à la finale, voilà, il met 3 passes D. Alors c'est vrai, beaucoup de pertes de balles, notamment sur des passes en profondeur. Souvent, je sais que pour Bernat, 2-3 fois, un peu trop longue ou un peu trop forte. Mais le résultat est là. Il est sur les 3 buts. Donc c'est aussi pour ça que ce genre de joueur, on le sort très rarement. Bon, lui, il a un statut à part. Et de toute façon, même si on voulait sortir, Pochettino a essayé une fois, on a vu, hein, Yacine. On a vu qu'il ne recommencerait plus jamais. Ah là, écoute, ça lui réussit parce qu'il met 3 passes décisives. Pour le reste, voilà, c'est pas un match transcendant du numéro 10 argentin. Je pense qu'il se réserve pour la Ligue des Champions. Écoute, c'est déjà bien qu'il soit sur les 3 buts, j'ai envie de te dire, mais oui, il n'a pas fait un match extraordinaire. Il n'a pas fait un match extraordinaire, mais je pense comme ses 2 compères d'attaque. Hein, Mbappé a eu quelques occasions, mais sinon on l'a pas vu plus que ça. Neymar aussi a eu quelques pertes de balles. Il a essayé, il a tenté. Écoute, on va dire heureusement qu'il y a la victoire et qu'il est impliqué sur les 3 buts. Pour le reste, c'était pas un grand match de sa part. Bon, moi, tu dis, il se réserve pour la Ligue des Champions, mais il y en a vu la Ligue des Champions cette semaine, il me semble. Hein. Il a joué titulaire, hein, on l'a pas beaucoup vu. Hein. Oui, mais quand je dis ça, mais tu sais le contexte, ils étaient qualifiés en première mi-temps, tu vois, c'était voilà. Mais après, pour les huitièmes, voilà, sait-on jamais. Et puis il reste encore un match face à Bruges, qui comptera pour du beurre, certes, mais voilà. Mais encore une fois, tu sais, la météo, l'horaire du match, voilà. J'y trouve quelques excuses. Quand même. Là, c'est tonton Mousse qui parle. Hein. C'est tonton Mousse qui vient aider. Oui, c'est Léo. Il va être ballon d'or. Il faut qu'on le protège un peu quand même, tu vois. Ah, bah alors là je me tourne direct vers SMS qui ne va pas du tout être d'accord. Tu comprends ma position, Hugo. Il faut bien que, tu vois, il faut que ça, voilà. Je sais. Et d'ailleurs, Alex il fera l'arbitre tout à l'heure et il tranchera entre les deux parce que tu vas voir, Alex, on a 2 avis diamétralement opposés. Yacine. C'est vrai que non, mais son match, pour être un peu sérieux, ça entretient le débat des statistiques et puis l'impression visuelle sur le terrain, parce qu'il termine avec 3 passes décisives, on le disait, mais il a fait un match pauvre techniquement, où voilà, c'est compliqué de débriefer ces matchs. Yacine, je te laisse la parole. Mais non, mais donnons-lui le ballon d'or. Il a quand même fait 3 passes décisives contre Saint-Étienne à 10 contre 11. Non, mais quand même, quel exploit, quel génie. Non, mais sinon, non, mais moi, je veux bien tout entendre. Il n'y a pas de problème. Je sais que je vais sûrement me faire pourrir parce qu'on n'a pas le droit de critiquer Messi. On n'a pas. Franchement, ces matchs. Non, mais moi, franchement, moi, je sais même pas. Moi, je sais même pas, en fait, comment des joueurs professionnels dans un vestiaire acceptent de voir un mec se foutre de ta gueule comme ça. Moi, je sais pas comment ils font. Franchement, ils respectent pas le jeu. Ils s'amusent avec Neymar. Ils jouent avec Di Maria. Hakimi, il fait des appels. Personne ne le calcule. Il joue à l'intérieur. Il fait ses crochets. Alors, ses crochets, ils passent même plus. Tout ce qu'il fait, c'est lisible. Mais bon, c'est Messi, donc on n'a pas le droit de critiquer. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vas critiquer Messi aujourd'hui. Les gens vont te dire, tu respectes pas. Mais en fait, je n'ai rien à foutre de savoir ce que Messi a fait pendant 15 ans. Moi, j'analyse le match de ce soir. D'accord? Comme j'ai analysé le match de Manchester City. Pendant... Ce midi, hein? Pas ce soir, c'était à 13h. Ce midi. Ouais. C'est l'émotion, ça. Tu vois, quand il est énervé, Yacine, voilà, il perd la notion du temps. On parle du match de cette semaine, du soir contre City. Voilà. Ouais, parce que
comme j'ai analysé le match contre City, où pendant 30 secondes, il a fait 21 centimètres en regardant les autres faire tourner le ballon jusqu'au but. Mais moi, franchement, écoute, si ça fait kiffer tout le monde, voilà, bah, kiffez, voilà, régalez-vous. Il va avoir des stats, il va mettre ses 23 buts et ses 14 passes décisives en Ligue 1. Régalez-vous, éclatez-vous. Moi, c'est pas mon kiff. Voilà, je parle bien dans ce Mais moment. c'est pas ton kiff parce que par rapport à ce que tu vois sur le terrain, le fait qu'il ne défende pas, le fait qu'il aide pas ses coéquipiers Non, mais le fait qu'il respecte pas le jeu. Voilà, non, mais pour expliquer, c'est pas que tu n'aimes pas le joueur. Parce que Non, mais voilà, mais bien sûr. c'est par rapport à. Non, mais tu sais, il y en a, ça peut. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu t'aimes pas ce que fait Messi sur le terrain par rapport au fait qu'il respecte pas le jeu, qu'il accompagne pas ses partenaires quand il faut défendre, de suivre le bloc, etc. Voilà. Voilà, et je continue de dire ce que j'ai dit pendant des années. Quand il y avait Xavi, Iniesta, le jeu du Barça, etc., pas de problème, mais le jeu était fait pour lui, et il était mis dans les meilleures conditions, et c'était le seul joueur à avoir ce comportement, parce qu'autour de lui, tout le monde agressait le porteur, tout le monde défendait ensemble, et tout le monde mettait du mouvement. Voilà. Donc, moi, ce que je vois là, franchement, je ne kiffe pas du tout. Voilà, alors super, il a mis 3 passes décisives, c'est bien, parce qu'il faut quand même gagner les matchs. Voilà. Ok, il était sur les 3 buts, voilà, pas de problème. Maintenant, moi, je suis désolé, j'attends quand même autre chose, et au moins du respect. Et tu vois, par exemple, ses premiers matchs, j'avais trouvé qu'il respectait plutôt le jeu. Il était dans la simplicité, il venait, il donnait, il bougeait, il cherchait et Mbappé, et Neymar, et Di Maria. Tu vois, il variait, il respecte. Là, franchement, aujourd'hui, reprenez la deuxième mi-temps, il y a pendant 10 minutes, mais franchement, Neymar et lui, c'est un scandale. Ils se font des passes que les deux, quoi. Après, donc c'est comme quoi oui, sur certains matchs, il peut voilà, plutôt privilégier Neymar, mais qu'il n'a pas fait que ça depuis qu'il arrive à Paris, de Non, jouer non. avec Neymar. On l'a vu au début, donc ça peut rechanger, c'est pas voilà, quelque chose C'est pour ça que je dis, ces premiers matchs, je trouvais vraiment plutôt un peu humble. Je suis nouveau, même si je suis Messi, et je viens faire jouer les autres. Donc, ils jouaient très simple, une ou deux touches de balle, etc. On voit qu'au fur et à mesure, c'est quand même en train de changer. Moi, ce qui m'agace plus, c'est le fait qu'il marche. Mais de toute façon, enfin, qu'il marche. Mais de toute façon, ça, on le sait comment il est. On le sait en ayant signé Messi au PSG, qu'il serait comme il était au Barça avant et qu'il D'ailleurs, court plus et qu'il ne ferait pas plus de défensif. Donc, sur ça, je suis pas surpris, moi. d'ailleurs, l'année dernière, rappelez-vous, contre Paris, il y a une vidéo qui tourne où justement, on le voit autour du rond central. Ouais. Et regardez les autres faire des passes, il ne fait pas 1 mètre. Oui, il le faisait C'est pas d'ailleurs. nouveau, évidemment. C'est On va pas, dire les 2 dernières saisons à Barcelone, c'était voilà, Ouais, c'est quasiment l'extrême. le jeu. Ouais. voilà, c'est pas propre au Paris Saint-Germain. C'est juste en fait ce qui agace, c'est que le fait que et Neymar et Mbappé fassent comme lui dans le repli défensif et dans ce que des fois tu dois proposer, courir et faire ses replis défensifs et accompagner l'équipe. Alex, sur ce débat Léo Messi, qui voilà, tu vois, qui le sait, hein, qui agite beaucoup les débats sur le Paris Saint-Germain, nous aussi dans le podcast évidemment. Comment tu juges toi son match évidemment, peut-être aussi son début de saison, on a la chance de t'avoir aujourd'hui, donc quand tu vois les matchs de Messi en Ligue des Champions, puis ceux de Messi en Ligue 1 comme aujourd'hui, comment tu juges son adaptation au club? Bon, alors, si je dois faire l'arbitre et prendre parti, je suis plutôt team Yacine. Alors vas-y, explique-nous pourquoi. Bien que, attention, hein, je respecte Tonton Mousse. Moi, je vais mettre un tweet en disant que tu détestes Messi. Et voilà, donc pas de problème. Tu vas prendre une sauce. C'est vrai que j'ai un peu de mal, sachant que moi, Messi, c'est pour moi le plus grand joueur de tous les temps, mais ça, c'est personnel. Mais c'est vrai que je trouve que au niveau du respect du jeu, comme dit Yacine, on est loin on est loin du compte. Il n'y a rien qui est bien fait. Moi, avant, on enlève ces 3 passes décisives aujourd'hui, parce qu'encore, il faut recontextualiser. On parle de 3 passes décisives contre Saint-Etienne, à 10 contre 11 pendant 45 minutes. Il fait quoi de bon aujourd'hui? Son match, il est catastrophique. Je ne sais même pas si j'ai vu Lionel Messi aussi mauvais un jour. Je passe notamment l'occasion qu'il rate là, quand il y a le ballon repoussé. Il la reprend. Je ne sais pas si vous voyez l'occasion. Oui, elle passe à ras du poteau. Voilà, exactement. Ça doit rentrer au fond pour un joueur de son talent. Il marche. Et je reprends le match de City. Vous jouez à 7 parfois. Vous jouez à 7 parfois. Ça doit être frustrant en tant que supporter de PSG d'avoir cette force de frappe offensive, mais de se dire on est coupé en deux à cause des 3 devant. Et le problème, c'est le problème du PSG, c'est que tu peux rien leur dire. Tu as l'impression que tu peux pas dire quelque chose contre Messi ou contre Neymar ou contre Mbappé parce que tout le monde te tombe dessus et parce que on a l'impression que tu ne respectes pas le talent du joueur, etc. Mais il faut être réaliste, ouvrir les yeux et dire que Messi, depuis son arrivée, c'est très très loin du compte.
C'est vrai que ça mousse. Je te laisse réagir, vas-y, j'ajouterai quelque chose. Ouais, non, je voulais juste dire que, évidemment, je suis aussi d'accord avec Alex et Yacine, et notamment ce que disait Yacine sur sa capacité maintenant à éliminer son adversaire direct. On le voit quasiment plus. Sa spécialité qui consiste à rentrer à l'intérieur, passer un joueur, deux joueurs, et ensuite enrouler du pied gauche. 4 tentatives sur 5, elle échoue dans les pieds du défenseur. Donc ça, c'est vrai. Et je pense qu'on verra plus ce Messi-là. Aujourd'hui, à 34 ans, je pense que tu verras plus Messi partir de la ligne médiane, dribbler 8 joueurs et marquer des buts. Donc oui, évidemment qu'il y a un côté frustrant. Maintenant, quand tu vois la campagne du PSG sur Messi, depuis l'arrivée, la conférence de presse, c'est un événement mondial. Du coup, Pochettino, lui, il n'a pas d'autre choix que de l'aligner. Encore une fois, on l'a vu, il l'a sorti une fois. On a vu la grimace de Messi qui a fait le tour de la planète. C'est terminé. Il ne ressortira plus parce qu'il fait partie de ces joueurs. Imagine ce qu'on aurait dit là si Messi il avait fait 90 minutes, il aurait été impliqué sur aucun but. Mais là, c'était pire. Là, on l'assassinait directement. Et en fait, voilà, il traverse le match comme un fantôme. Les deux ont raison, ça c'est vrai. Mais paradoxalement, il est sur les 3 buts. Alors évidemment que ce n'est pas un exploit parce que tu es face à la lanterne rouge de Ligue 1 et en plus, ils sont 10. Mais voilà, il fait gagner des points à son équipe malgré tout. Et encore une fois, ceux qui pensaient qu'on allait avoir le Messi d'entre 2010 et 2015, évidemment qu'ils se trompent. Évidemment qu'ils se trompent. Et puis de toute façon, quel que soit le coach que tu mettras à la tête de cette équipe, si Messi fait partie de l'effectif, Messi sera titulaire. Ça, c'est comme ça. Vas-y, Alex. Vas-y. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec toi sur le. Quand tu dis qu'il a plus l'âge pour faire ces différences-là, pour faire les différences qu'il faisait avant, l'année dernière, il les fait. L'année dernière, il les fait. J'ai vu des matchs du Barça l'année passée où il te débloque un match sur une accélération, sur des dribbles, sur des frappes dont il a le secret. Pour moi, il est encore capable de faire ça. Mais combien de fois il l'a fait la saison dernière Parce que même la saison du Barça l'année dernière. Alors, c'est vrai que statistiquement, oui, statistiquement, il n'y a rien à dire. Mais c'est plus le Messi qui va te faire à chaque fois la différence. Il y a quelques années, c'est lui qui faisait à chaque fois la différence, aidé, il est vrai, par un super milieu de terrain, par un effectif complet. Mais aujourd'hui, ceux qui s'attendent à ça, évidemment que moi je pense que tu le reverras plus. Évidemment, il aura toujours ce pouvoir d'accélération un petit peu éliminé. Oui, on va le revoir, mais pas à la même échelle qu'on l'avait vu à Barcelone. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il a encore ce pouvoir d'accélération. Il l'a démontré l'année passée. Mais là, je vais dire un truc. Avec tout le respect que j'ai pour Michael Nadé. Le défenseur donc, qui était titulaire avec Saint-Etienne aujourd'hui. Voilà. Qui fait son match aujourd'hui. Mais quand Messi n'est pas capable de passer Michael Nadé et de faire des différences sur une charnière Michael Nadé, Colo Jack, pour moi, c'est pas qu'une question d'âge. C'est costaud quand même la charnière de stéphanoise. T'as vu son gabarit on parle de Messi là. Oui, évidemment. Donc pour moi, c'est pas qu'une question d'âge. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est cassé à son départ du Barça et que ça se joue aussi dans la tête. Ça, c'est possible. Ça, évidemment, c'est possible. Et même, j'ai envie de te dire, si tu es un peu objectif, tu dis, bon, ok, il vient au PSG parce que d'une part, le Barça ne peut pas le garder. D'autre part, il n'y a personne, aucun club qui le prend. Tant mieux pour le PSG. Je ne dis pas que c'était une mauvaise recrue. Donc, il vient à Paris. Après, est-ce que lui, sa priorité, c'est voilà, est-ce que sa priorité aujourd'hui, c'est de tout gagner avec le PSG? Moi, j'en suis pas sûr. Moi, je pense que sa priorité, c'est la Coupe du Monde au Qatar et qu'il s'est trouvé un club qui va lui permettre d'arriver en forme parce que tu continues à jouer en Europe, tu continues à affronter de grandes équipes en Ligue des Champions. Et c'est ça qui va te permettre, à l'hiver 2022, d'être peut-être en forme pour ta dernière Coupe du Monde. Donc, on ne va pas se leurrer. Voilà, c'est pas un choix du cœur, le PSG pour Messi. Maintenant, tant mieux s'il fait les beaux jours du PSG. Et évidemment, qu'en tant que supporter, c'est ce qu'on souhaite. Nous, on veut qu'il brille. Mais on reste un peu sur notre fin. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Yacine. Ça, il n'y a pas de souci. On parle de Léo Messi. Une stat que j'ai notée aussi, sortie par nos confrères d'Opta. Sur son match, Léo Messi a délivré le 3e triplé de passes décisives de sa carrière en championnat, après le 12 mars 2016 avec le Barça, évidemment, contre Retafe, et le 9 février 2020 contre le Betis avec donc, le FC Barcelone. Donc voilà, c'est pas si souvent non plus dans sa carrière en championnat qu'il le fait, donc il faut quand même le souligner quand Léo Messi délivre 3 passes décisives. Yacine, une dernière question sur Léo Messi. C'est vrai que, avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure,
On dit il faut des fois de temps en temps Messi il devrait sortir parce que voilà il n'aide pas à l'équipe etc. quand il faut défendre en fin de match. Mais est-ce que ça relance pas la question quand en fait finalement Pochettino le laisse sur le terrain et qu'il termine avec 2 passes décisives en fin de match? Est-ce que dans sa tête Pochettino il se dit pas bon bah au final en fait oui il faut vraiment que je change pas parce que il peut toujours me faire la différence même si physiquement il est cramé par un éclair ou par un geste technique qu'un autre joueur peut-être qui aura l'envie etc. la combativité qui va défendre mais ne pourra pas faire cette passe là. Si, mais c'est comme Mbappé. Parfois, dans un match, il est horrible et puis il finit avec 2 buts. Voilà. Donc, je l'ai expliqué souvent, le problème du coach, et ça, c'est à sa décharge. Je critique souvent les coachs, mais je l'ai souvent expliqué à leur décharge que ça, c'est très compliqué à gérer. Parce que tu es toujours entre deux, en train de te dire, bon, il respecte pas le jeu, il est pas bon. Si je le sors maintenant, ok, on va peut-être être plus équilibré, etc. Mais en fait, je m'enlève aussi ce joueur capable, sur un geste, parce qu'on n'est pas bien, de me débloquer le match. Le problème, c'est que tu vois, à City, il n'est pas bon. C'est lui qui centre sur le but d'Mbappé. Mbappé, il n'est pas bon à City. Et c'est lui qui marque. Voilà. En fait, tu n'as jamais la preuve que si tu les mets pas les deux, ou si tu les sors les deux parce qu'ils sont pas bons, parce que ça va pas aller dans ton sens. Mais en tout cas, tu as la certitude que ceux qui sont capables de débloquer les matchs, c'est eux. Voilà. Et le coach, il est toujours, et vous pouvez regarder le football de sélection, le football de club, vous verrez très souvent cette attitude des coachs qui sont toujours en train de se... Bon, je fais quoi maintenant? Je le sors ou je le sors pas? Parce que je sais qu'il l'a déjà fait. Il n'y a pas de vérité là-dessus et c'est vrai que c'est, je pense, le truc le plus dur à gérer pour les coachs. Voilà. Parce qu'en fait, ceux qui t'attendent à te dire faut sortir Messi parce qu'il n'est pas bon, si tu le sors et que tu perds, par exemple, tu le sors et tu perds à City, c'est les mêmes qui vont te dire ouais, mais en même temps, tu sors Messi. Donc tu sors le joueur capable de te débloquer la situation. Tu vois? Donc le problème du foot, il est là. Tu vois, vite fait pour faire un parallèle, c'est comme tous ceux qui te disent quand Barcelone, là, au début de saison, c'était la catastrophe, ils te disent mais Piqué, il peut plus jouer. T'enlèves Piqué, tu mets un jeune, Barcelone perd, comme d'habitude. Mais les premiers à te dire ouais, mais en même temps, tu peux pas aller jouer sans Piqué. C'est un cadre. Tu vois? Dans le foot, ils peuvent tout te dire. Ouais, bien sûr. En plus, on avait fait, enfin, combien de fois on a fait ce débat-là même sur Neymar? Mais bien sûr. C'est les mêmes débats. Et puis finalement, voilà, Neymar souvent était resté sur le terrain et puis parfois il avait fait la différence, parfois pas, hein. Mais c'est vrai que c'est difficile de gérer. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début, hein. Quand tu as un trio comme ça, déjà quand on a qu'un seul dans ton équipe, c'est dur. Quand on a trois, c'est archi compliqué. Et ces 3 mecs ont des stats énormes. Un peu moins pour Neymar aujourd'hui, mais il faut se rappeler des 2 premières saisons de Neymar au PSG. En jouant la moitié d'une saison, il avait déjà des stats de ouf. Donc, ouais, non, c'est super compliqué. Après, je ne sais pas si on a fini, Hugo, ou pas, parce que moi, je voulais juste ajouter. On va bientôt conclure. J'ai encore une ou deux questions à poser à Alex sur le match de Ah, bah, vas-y, alors. Ah, mais c'est dur de sortir Messi pour nous. Est-ce que c'est dur de sortir Riyad Boudbouz aussi, Alex? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu pas mal sur Twitter, et c'est vrai, le plus Messi des deux, c'était Riyad Boudbouz aujourd'hui. Ouais, bah, c'est clair. Alors, est-ce que c'est difficile de sortir Boudbouz? Puel l'a mis au placard pendant des mois et des mois. Alors après, pour remettre les choses dans le contexte, Boudbouz, en 2 ans à Saint-Étienne, c'était très peu de bons matchs. Donc, faut pas non plus occulter le fait qu'il a enchaîné des mauvaises performances. Et moi, des informations qu'on avait avec Inside, qu'il avait plus le physique à l'instant T pour être titulaire en Ligue 1. Maintenant, ce qui montre dans la tête, parce qu'il faut revenir d'une mise au placard comme ça, et au niveau du jeu depuis 4-5 matchs, c'est très fort. C'est très fort. Je me rappelle du match contre 3 la semaine passée où j'ai été d'ailleurs au stade de l'Aube. C'est le joueur qui touche le plus de ballons. On est à 96-97% de passes réussies. Et cette position de 6 lui va très bien, je trouve. Parce que du coup, il vient chercher les ballons. C'est lui qui donne le tempo, le bon tempo. C'est lui qui organise le jeu. Et encore une fois, je l'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Il n'a pas peur de ressortir proprement. Il prend des risques. Et techniquement, je l'ai trouvé très très propre encore aujourd'hui. Donc, très heureux de pouvoir s'appuyer sur un Riyad Boudbouz aussi étincelant à nouveau. Ça va être un élément clé, je pense, pour nous dans l'opération maintien. Et justement, avant de conclure le podcast, et une dernière question sur le PSG avec nous, c'est Yacine, mais une question aussi sur Saint-Etienne, par rapport à la situation de Claude Puel, du club qui possiblement va être vendu bientôt.
On sait qu'il y a des dossiers qui sont gérés en ce moment. Tu peux nous faire un petit point sur la situation de Saint-Etienne en ce moment, Alex, par rapport au dossier de rachat du club? Comment est le club par rapport à ça? Alors, les présidents ont ouvertement déclaré le club en vente au mois d'avril. Ils ont mandaté le cabinet d'audit KPMG pour due diligencer les dossiers de candidature, etc. Suite à ça, il y a 2 candidats qui ont eu accès à la data room, qui est en fait la porte d'entrée à tous les comptes dans le détail du club. Et il y a eu un communiqué qui a été fait mardi, comme quoi les candidats n'ont pas été retenus et qui n'ont pas donné les garanties financières adéquates et nécessaires au rachat. Donc juste pour aller vite, parce que c'est pas non plus le sujet, mais il y avait un projet Baudemer-Roussier, Jean-Marc Roussier en tant que directeur sportif, Mathieu Baudemer, et un projet local avec Olivier Marcarian. Donc les 2 projets n'ont pas été retenus pour l'instant. Le process est toujours en cours. Il se dit que ça va bouger, ça peut bouger. Maintenant, est-ce que les 2 présidents veulent vendre, Est-ce que Bernard Calazo veut vraiment vendre? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il ne veut pas attendre le temps que Saint-Etienne se refasse pour vendre à un prix plus cher? Ouais. C'est la question qui se pose. C'est pour ça que ça traîne. C'est ça, c'est que finalement, ils étaient plus aussi chauds qu'avant pour vendre le club et peut-être attendre un peu. Ouais. Romeyer veut vendre. Il est épuisé, il est fatigué, il a 76 ans. La pression est de plus en plus forte autour des 2 présidents avec les groupes de supporters. Mais nous, de ce qu'on sait, ça serait Bernard Calazo qui bloquerait la vente ou qui ferait miroiter l'arrivée future d'un potentiel milliardaire qui mettrait lui le prix fort. Mais moi, j'y crois pas. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de saison à Saint-Etienne. On espère que vous allez vous maintenir parce que de ce qu'on voit depuis plusieurs matchs, vous méritez évidemment de rester dans notre Ligue 1. Et on espère que peut-être. Alors après, je sais que le club est en manque d'argent, mais peut-être quelques renforts à venir. On parle de Joris Gnagnon pour venir l'ancien Rennais. C'est fait? Ouais, c'est fait. Il vient à partir du 1er janvier. Il n'a pas le droit de signer avant, mais il est là pour une durée de 6 mois. Donc, sachant qu'on va perdre Moukoudi et So pour la CAN. Avec une remise en forme, je l'espère physiquement, parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps, ça peut être un pari intéressant. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour la défense stéphanoise, le retour dans notre Ligue 1 de Joris Gnagnon. Mousse et Yacine sur le Paris Saint-Germain, prochain match pour Saint-Etienne contre Brest. Brest, d'ailleurs, qui gagne en ce moment 2-1 contre Bordeaux. Doublé de Jérémy Ledoiran. Ça, c'est beau, ça. C'est vraiment, ça sent notre Ligue 1, ça. Non, Jérémy Ledoiran qui, depuis quelques matchs, est aligné et qui est titulaire en attaque et qui fait des bons matchs. Et puis, Paris, ça sera Nice, son dauphin, le 2e. Bon, s'il a encore son dauphin d'ici là. Je regarde le point en classement. Pour l'instant, toujours 26 points pour Nice. Rennes fait 0-0, donc est toujours 3e. J'ai regardé moi le match hier contre Metz, Nice-Metz, qui a été catastrophique pour Nice. Je ne sais pas si Yacine t'a regardé. Ouais, de toute façon, mais en même temps, Nice, depuis le début de saison, à part certains retournements de situation, quand tu regardes le contenu de leur match, il n'y a rien. Donc, ils ont pris des points. Mais en vérité, dans le jeu, c'est le même match qu'il y a eu plein de semaines, sauf que d'habitude, ça tournait dans leur sens, c'est tout. Par contre, quand même, Paris, on est donc le 28 novembre, donc mercredi, on sera le 1er décembre, un truc comme ça. Paris peut avoir 17 points sur le 2e du championnat, le 1er décembre. Non, mais... C'est-à-dire quand même, c'est un 13e victoire. Tout ça en jouant de manière un peu parfois bancale. 13e victoire en 15 matchs pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'est ça qui est aussi contrasté par rapport au match que l'on débriefe dans le podcast et que tout le monde voit. Mais Paris, a 14 points d'avance sur son dauphin, il peut en avoir 17. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours être dans le résultat. Parce que sinon, ce serait rapide. Tu as 17 points d'avance le 3 décembre. Le podcast, il va durer 1 minute 30. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est pour ça qu'on a toujours des débats intéressants. Le retour de Sergio Ramos faisait un bon débat pour aujourd'hui. D'avoir Alex pour nous parler de Saint-Etienne un peu depuis le début de saison était aussi intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a été complet sur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Oui, moi je voulais juste dire que ça suffit, Danilo. Il y avait d'autres joueurs sur le banc qui pouvaient faire mieux parce qu'il a servi strictement à rien aujourd'hui. Et un petit encouragement pour Gay qui était en difficulté ces dernières semaines. Il a fait un bon match dans l'intensité. C'est celui peut-être qui a couru le plus au milieu. Il a récupéré des ballons. Il a toujours essayé de jouer vers l'avant.
voilà, c'était une des satisfactions de la journée. Et Marquinhos, c'est vrai, qu'a parfois été un peu en difficulté dans le match, notamment avec Boenga, mais qui a quand même mis un doublé, 2 buts de la tête. Donc voilà, Comme Messi, Marquinhos. hein. Comme Messi, contrasté défensivement, mais diablement efficace offensivement, hein. Voilà, Sauf que lui d'habitude, il est bon défensivement. Donc, voilà. Ça va. Et comme d'habitude, Pochettino qui a pas essayé de changer les choses, qui a attendu 70e pour faire le premier changement. Bon, Après ça, on là, commence à être habitué. je trouve pas qu'il y ait, comme Saint-Etienne était à 10 contre 11, j'ai vu les solutions sur le banc, comme il a mis les jeunes en tribune, donc il pouvait pas les utiliser. non, il y avait mis. Simons, Il était sur le banc. mais pas C'est Michou. Michu qui était en tribune. Michou était Non, un- il y avait Dina Ebimbe, il y avait Paredes sur le banc. Il y avait Non, mais des toi, solutions. juste vite fait, tu dis, ouais, mais tu vois, à 10 contre 11, est-ce que tu as besoin de garder Danilo? Est-ce que tu peux pas mettre Paredes, par exemple, plus tôt? Voilà, c'est ça le Ouais, truc. ouais. Surtout que tu as eu du mal à mettre ce deuxième but aussi, tu vois. Donc, Ouais. il y avait des choses à faire quand même. Donc voilà, mais bon. On va retenir les 3 points, Hugo, pour ton Voilà. retour. Et moi, Oui, finis, Alex. finis en vous remerciant, les gars, pour l'invitation. Et voilà, si Saint Inside en est là, alors je dis pas que c'est grâce à Paris United, mais c'est vrai que Mousse, Yacine, Hugo nous ont beaucoup conseillé et aidé durant les premiers mois. Donc merci à vous les gars pour votre bienveillance. C'est toujours un plaisir de passer vous voir. Et puis, Ah, mais, alors, je dis juste un mot avec plaisir, Alex, parce que tu es un bon gars, vous êtes une bande très sympa, vous êtes sérieux, vous bossez. Nous, on est passé par là et tu nous as demandé des conseils, ce qu'on t'a donné avec plaisir. Et puis, longue vie à Saint Inside en espérant que ça grossisse. Et puis voilà. Mais moi, je m'en fais pas pour vous. Vous êtes des gars sérieux. Et je pense que les supporters stéphanois, ils ont de la chance d'avoir. Voilà, il y a plusieurs médias, je pense, autour de Saint-Étienne. Mais voilà, vous êtes jeunes, vous apportez du sang frais. Et voilà. Donc, je pense que vos abonnés regarderont le podcast et puis kifferont tes analyses. Et puis voilà. Il n'y a pas de raison. je voulais te remercier aussi d'avoir été avec nous et aussi dire que vous avez aussi un podcast. Ouais, c'est ça. Tous les, Le Saint-Étienne Night Club. Donc, je te laisse faire la petite promo. Si jamais il y a des supporters stéphanois qui ne le connaissent pas encore, vas-y, c'est l'occasion. c'est le Saint Night Club, donc tous les lundis soirs à 21h sur Twitch, qui est une émission qui regroupe plusieurs médias stéphanois du coup, de la twittosphère stéphanoise. Donc on revient sur le match du week-end, sur l'actualité, et on se projette sur le prochain match. Donc c'est une émission qui marche bien. On a eu plusieurs invités de marque, donc c'est cool et ça roule. Donc encore une fois, merci beaucoup les gars. Et ben voilà, on te donne beaucoup de force sur Saint-Étienne Inside. Voilà, vous êtes à 5632 abonnés là, ouais, il me semble. Alors, on espère que vous Il faut que ça monte à 10 000 là. Il faut voilà. là. Attends, que vous atteignez bientôt les 10 000. On est avec vous et vous faites de l'excellent boulot. Donc voilà, encore une fois, big up à Saint-Étienne Inside et au travail que vous faites dessus. Et je vous remercie, Mousse et Yacine évidemment aussi d'avoir été avec moi pour débriefer ce Saint-Étienne Paris Saint-Germain. Et puis donc on se donne rendez-vous jeudi après la journée de Ligue 1 en semaine. Mousse? Oui, non, on va. Alors, juste pour dire, on va faire quand même un petit podcast mardi au lendemain du Ballon d'Or pour parler quand même du Ballon d'Or de Messi. Oui, c'est vrai. Alors, ça ne sera pas un podcast qui va durer 1h30, évidemment, mais on est quand même obligé de réagir. Ça sera le premier Ballon d'Or parisien, donc on va pas. On va le commenter, on va l'analyser, on va dire si c'est mérité ou pas, etc., etc. Et puis vous aurez l'avis tranché d'Yacine normalement, si tout va bien d'ici là. Pas sûr qu'il le fasse, hein. Pas sûr qu'il le fasse. Si, on va le faire. Donc oui, mardi, alors si Hugo n'est pas là, c'est moi qui le ferai, mais si Hugo est là, il nous accompagnera. Peut-être en tant que chroniqueur, comme ça on aura ton avis, peut-être. Avec plaisir. On échangera les places alors à ce moment-là. En plus, tu as l'habitude maintenant, tu aimes parfaitement ce rôle tu aimes ce rôle d'animateur. Écoute, c'est signé Hugo devant témoin, mardi tu le fais en tant que chroniqueur. Voilà, comme ça moi les gens auront ton avis là-dessus. Avec plaisir. Vous faites une tourelle, quoi. Danilo en défense et Marquinhos au milieu. Ça. Voilà, je monte un peu devant moi. Bon, voilà, merci en tout cas à tous les trois. Et puis on se donne rendez-vous au prochain podcast. Et longue vie à Saint Inside. Merci Alex d'avoir été avec nous. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.